Merci. Marc, je ne sais pas s'il y a eu des Oui, questions. merci à tous les deux. Merci à tous les deux pour cette présentation très claire et qui insiste bien sur les points importants dont on a discuté, comme tu le disais, Anthony, tout à l'heure, depuis 2 ans. Donc j'invite tous les gens qui nous suivent, si vous avez des questions à poser, vous avez la chance d'avoir ici un coordonnateur d'experts, 2 organisateurs, donc ne vous privez pas. Pour lancer la discussion, moi j'avais une question, enfin une espèce de remarque et une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. On voit quand même que le champ de ces recommandations recouvre nos 2 spécialités, hein, puisque comme tu le disais, il y a à la fois la prise en charge de ces patientes en médecine extra-hospitalière, mais aussi, et je voulais insister un petit peu pour les gens qui nous écoutent, sur des patientes qui pourraient être dans des hôpitaux qui ne disposent pas de maternité et qui vont pour autant se consulter dans un service de proximité pour un traumatisme abdominal, pour une pathologie X ou Y qui va nécessiter par exemple un scanner. Et donc on voit que le champ de ces recommandations, qui s'appelle en médecine d'urgence, concerne aussi potentiellement l'anesthésiste réanimateur, voire le médecin d'autres spécialités, et pas forcément que l'urgentiste dans son camion du SAMU ou à l'arrivée des urgences de l'hôpital général. Ça c'est un point important, et donc en cela, je pense que ces recommandations donnent beaucoup de poids à certaines mesures. Je reciterai par exemple le fait de ne pas forcément médicaliser tous les transferts, même quand il y a une menace d'accouchement, etc. Sur le point du scanner, peut-être ça c'est quelque chose quand même qui nous concerne beaucoup, puisque finalement même nous, dans les prises en charge en maternité ou dans des services d'hospitalisation de femmes enceintes, voire même pourquoi pas dans un contexte périopératoire de patientes qui seraient enceintes. Je pense que ça c'est peut-être bien de repasser quelques minutes et de s'apesantir un peu là-dessus. Si j'ai bien compris, ce que les experts ont dit, c'est que le risque, et ça c'est important, et on répète aussi que ces recommandations sur l'imagerie ont été faites avec les radiologues, et donc c'est quelque part, vous allez pouvoir brandir ces recommandations si dans vos structures vous avez des difficultés à avoir ces examens. À partir du moment où, de façon un peu pluridisciplinaire, par exemple avec le radiologue ou avec un obstétricien de la structure, ou d'une structure haute que vous auriez contacté au téléphone, à partir du moment où l'examen est indiqué pour le soin de la mère, il faut réaliser cet examen. C'est bien ça que tu nous expliquais. Oui, tout à fait. Vraiment, encore une fois, on s'est intéressé, enfin, les radiologues aussi se sont intéressés entre l'effet seuil, enfin, la dose seuil d'un examen scanographique versus ce qui est recommandé de ne pas dépasser. On est vraiment en deçà du risque. Donc, clairement, il faut vraiment y aller à partir du moment, encore une fois, où il y a vraiment une indication. Donc, c'est pour ça que sur la question purement embolie pulmonaire, c'est pour ça que, vu qu'il y a d'autres stratégies que l'on peut mettre en place, il est intéressant de regarder s'il y a d'autres stratégies radiographiques à mettre en place. Maintenant, encore une fois, s'il y a besoin de faire un scanner, il faut y aller et il faut bien expliquer à la patiente le faible risque pour le fœtus ou pour son enfant, quoi. Je crois que c'est effectivement un message clé qui est très important. Alors bien sûr, il faut faire preuve de discernement et pas faire des examens d'imagerie qui seraient inutiles, mais le message, il est clair. C'est si l'examen est indiqué, il faut le faire. Voilà. Et ça, c'est très important, comme tu viens de le dire, Marc, parce que, alors, ça ne sera jamais un obstacle vis-à-vis des obstétriciens, mais par contre, ça peut être un obstacle vis-à-vis des radiologues, en particulier dans des structures où éventuellement il n'y aurait pas de présence obstétricale forte et où il pourrait y avoir une indication d'examen chez une femme enceinte de faire un scanner abdominal ou thoracique. Et là, clairement, comme tu le dis, ça sera opposable et pas simplement en extra-hospitalier. Donc, c'est très important comme message. Merci pour cette réponse, Frédéric, puisque justement, j'aimerais préciser 2 points aussi sur la partie que tu as présentée. La première, donc, qui concernait l'administration d'ocytocique, puisque finalement, que ce soit l'urgentiste, un anesthésiste réanimateur, voire peut-être même d'autres collègues d'autres spécialités, on peut se retrouver, c'est assez rare, mais on peut se retrouver confronté à un accouchement en dehors d'une maternité, à domicile, dans des urgences générales, ou pourquoi pas même dans un service d'hospitalisation. Donc on renvoie effectivement, on a bien compris, du fait d'une littérature spécifiquement dans le contexte extra-hospitalier non existante, aux recommandations s'appliquant à l'intra-hospitalier. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même si ce n'est pas une preuve totale, mais il y a quand même une forte présomption de penser que si ça marche bien en intra-hospitalier, ça fonctionne aussi bien en extra-hospitalier, voire peut-être même mieux, puisque comme tu le disais, en intra-hospitalier, on a aussi ou en structure spécialisée, on a la possibilité d'y adjoindre une révision utérine, enfin, ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux donc du coup juste nous redire un petit peu la procédure, quand, insister sur le quand, le combien, voilà, pour que ça soit vraiment clair pour nous tous.
D'accord. Alors, faut bien séparer deux choses. Il y a la prophylaxie de l'hémorragie du postpartum, qui est faite avec l'ocytocine. Et là, la recommandation, elle est de faire 5 à 10 unités, alors soit aux épaules, mais ou si ça n'a pas été fait au moment de l'accouchement, puisque quand on est aux épaules, on est en phase d'expulsion, ça peut être fait après. En postpartum, dans les minutes qui suivent, il y a de la littérature qui montre que même si c'est fait juste après l'accouchement, ça marche encore très bien. Donc 5 à 10 unités en IVL ou en IM. Et la littérature intra-hospitalière vraiment montre un bénéfice très important en termes de réduction de risque d'hémorragie du postpartum. Donc c'est assez logique de vouloir l'appliquer en extra-hospitalier parce que finalement, même si l'accouchement ne survient pas dans une structure de maternité, on est quasiment en fait dans les mêmes circonstances. Pour ce qui est de l'acide tranexamique, le débat est différent parce que les modalités d'application de l'acide tranexamique, là pour le coup, vont vraiment être différentes en extra-hospitalier versus l'intra-hospitalier. En intra-hospitalier, où c'est documenté l'intérêt de le faire, il y a eu toujours des révisions utérines, de l'utérotonique, une suture des plaies si c'est nécessaire, en même temps que l'administration d'acide tranexamique. Là, en extra-hospitalier, ça ne va pas être forcément le cas. Donc le fait qu'on n'ait pas de preuves est un problème parce que ça veut dire qu'on n'a pas la garantie que le bénéfice qui était observé dans situation intra-hospitalière sera retrouvé en situation extra-hospitalière. Mais comme le bénéfice, c'était quand même un bénéfice sur la mortalité, même si on peut discuter de plein d'aspects de biais, etc., sur les études citées, ça paraissait vraiment légitime de reconduire cette recommandation. Donc c'est 1 gramme dans les 1 à 3 heures au maximum suivant le début de l'hémorragie. Et l'autre argumentaire, c'était de dire qu'en plus, on avait par contre des données très probantes de sécurité, notamment d'absence de surrisque thrombotique. Donc c'était logique de reconduire cette recommandation, même si, je le dis, là, pour ce qui est de l'acide tranexamique, on a un doute légitime de savoir si le bénéfice serait également observé, alors qu'il n'y en a pas vraiment sur l'ocytocine, puisque les circonstances que l'accouchement soit intra ou extra-hospitalier, en fait la situation est la même pour la prévention de l'hémorragie. D'accord. Alors j'ai une dernière question qui s'adresse à tous les deux pour qu'on déborde